Bon, le numéro 19, on considère l'ensemble F, grand F. C'est quoi l'ensemble F? Par définition, c'est l'ensemble des sous-ensembles finis de N. L'ensemble des parties finies de N. Et on considère l'application petit f, 2f dans N. Qu'est-ce qu'elle fait petit f? À chaque grand X, qui est un élément de grand F, qui est un sous-ensemble fini de N, associe f de X, et f de X par définition c'est la somme de tous les éléments qui appartiennent à X. Par exemple, l'ensemble 0, 1, 2, quelle est son image? C'est 0 plus 1 plus 2, bien c'est 3. Bien l'ensemble 2, 3, quelle est son image? C'est 2 plus 3 égale à 5. L'ensemble 1, 2, quelle est son image? C'est 1 plus 2, c'est égal à 3, et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va démontrer, la première question, est-ce que l'application F est injective? Est-ce que je peux trouver dans grand F deux ensembles, deux sous-ensembles finis de N qui ont la même image par petit f? Bien sûr que oui. Par exemple, vous pouvez prendre comme ici, regardez, x c'est l'ensemble 0, 1, y c'est l'ensemble 1. Ce sont deux ensembles différents. Quelle est l'image de grand X? Eh bien, c'est 0 plus 1, c'est 1. Quelle est l'image de grand Y? Eh bien, c'est 1. Donc, ils ont même image, ils sont différents. Donc, conclusion, f n'est pas injective. On peut bien sûr considérer d'autres exemples. Par exemple, l'ensemble 0, 1, 2. Quelle est son image? C'est 3. L'ensemble 1, 2. Quelle est son image? Eh bien, c'est aussi 3. Ils sont différents et ils ont même image. Donc, c'est très suffisant pour dire quoi? Que l'application n'est pas injective. Bien. Est-ce que l'application f est surjective? Est-ce que chaque élément y de n possède au moins un antécédent par f? Bien, considérons un élément petit y dans n. Pouvez-vous trouver un sous-ensemble fini de n tel que la somme des éléments de cet ensemble soit égale à y? Eh bien, oui, bien sûr. Il suffit de prendre le singleton y. Le singleton y, c'est un sous-ensemble fini de n. Quelle est son image par f? Eh bien, c'est y. Donc, ceci est un antécédent. Ceci est un antécédent de y par f. Chaque élément possède au moins un antécédent. Et donc, l'application est comment? Est surjective. OK? Alors, pour la question B, il faut chercher f-1 de 4. Alors, f-1 de 4, c'est quoi? f-1 de 4, image réciproque de 4, par définition, c'est f-1 du singleton 4. Un petit rappel, c'est l'ensemble de tous les éléments grand X de f dont l'image est égale à 4, n'est-ce pas? Et je dois chercher tous les grands X dans f tels que f de x, c'est-à-dire la somme de tous les éléments petit x dans grand X, est égale à 4. Eh bien, c'est pas très compliqué, il n'y en a pas beaucoup en fait. Bon, le 5 dans 4, c'est l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a 0, 4. Quelle est l'image du 5 dans 4? Eh bien, c'est 4. Quelle est l'image du double temps 0, 4? Eh bien, c'est 0 plus 4, c'est 4. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 1, 3. 1, 3 donne comme image 4. Et est-ce qu'avec 2, je peux avoir un ensemble? Non. Parce qu'on ne peut pas mettre 2, 2, parce que 2, 2 n'est pas un ensemble. D'accord? On ne peut pas répéter un élément dans un ensemble. Alors, est-ce que je peux écrire 2, 1, 1? Eh bien, non. Non plus. Ça ne marche pas. Donc, le seul ensemble restant, c'est 0, 1, 3. Je peux ajouter un 0, comme ça, et la somme ne change pas. 0 plus 1 plus 3, c'est 4. En fait, ce sont les 4 ensembles, d'accord? Les 4 sous-ensembles finis de n, dont l'image est égale à combien? Est égale à 4. OK? Donc, f-1 de 4, il est formé par ces 4 ensembles. Très bien. Pour la question C, quelle est la relation d'équivalence associée à f? On a vu en cours que à chaque fois qu'on a une application f de l'ensemble A dans l'ensemble B, eh bien, je peux définir sur l'ensemble A une relation d'équivalence RF. Comment? On dit XRFY, quel que soit XY dans A, XRFY, c'est seulement si f de x égale f de y. X et y ont même image par A. Cette relation, nous l'avons vérifiée en cours, c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble de départ A, et on l'appelle par définition la relation d'équivalence associée à f. Donc ici, on a une application petit f de grand F dans N. Est-ce que je peux lui associer une relation d'équivalence? Bien sûr, c'est la relation
RF. Ben là, ici, je l'ai appelé R, c'est pas grave, mais c'est RF en fait. Alors, X, RF, Y, quand est-ce que X, RF, Y, c'est seulement si F de X égale F de Y. C'est-à-dire, c'est seulement si grand X et grand Y ont la même somme de leurs éléments. Hein, la somme de tous les éléments de grand X et la somme de tous les éléments de grand Y, hein, c'est la même. Donc, pour cette relation d'équivalence, il faut déterminer le singleton 4 bar, c'est-à-dire la classe d'équivalence du singleton 4. Alors, par définition, la classe d'équivalence du singleton 4, vous voyez, c'est l'ensemble de tous les éléments de f qui sont en relation avec 4, avec le singleton 4. Puisque ici, la relation d'équivalence, elle est définie sur quel ensemble? Sur f. Donc, je dois chercher tous les x dans f qui sont en relation avec le singleton 4. Donc, quand est-ce que x est en relation avec le singleton 4? Lorsque f de x égale f du singleton 4. Mais f du singleton 4, eh bien, c'est 4. Donc, je dois chercher tous les x dans f tels que f de x égale 4. Mais ça, c'est quoi? Tous les x dans f tels que f de x égale 4, eh bien, c'est f-1 de 4. Et f-1 de 4, nous l'avons cherché tout à l'heure, c'est cet ensemble-là. Voilà. Dans le numéro 20, il faut décrire la décomposition canonique de l'application f. F étant l'application de z dans n, qui à chaque petit x associe x à la puissance 4. Voilà. Donc on a une application petit f de z dans n qui a x associé x4. Il faut décrire sa décomposition canonique. Alors la décomposition canonique, c'est un processus, en fait c'est un outil qui est très souvent utilisé en algèbre. Donc vous allez rencontrer cet outil et l'utiliser très souvent en deuxième année et au-delà aussi. Et c'est un outil qui nous permet de trouver une bijection en fait, entre l'ensemble quotient et l'ensemble image lorsqu'on a une application petit f. Donc je vous rappelle les étapes qu'on doit suivre. Lorsqu'on a une application petit f, d'accord, qu'on veut décomposer canoniquement, la première chose à faire c'est de définir la relation d'équivalence associée à l'application f. Ok, RF, on a appelé ça RF. Comment elle est définie RF? RF est définie sur l'ensemble de départ. Ici, c'est l'ensemble Z. Pour tout x et y dans Z, x RF y, quand est-ce que si et seulement si f de x égale f de y. Donc, tout simplement, deux éléments de l'ensemble de départ sont en relation si et seulement si ils ont la même image. Ça, c'est la définition. Alors, c'est une relation d'équivalence, d'accord? Donc, si et seulement si f de x égale f de y, si et seulement si, ici f de x c'est x4, qui est égal à y4, donc x4 moins y4 est égal à 0. C'est comme si on a a2 moins b2, ça fait x2 moins y2, facteur de x2 plus y2 égale à 0. Donc on a x2 moins y2 égale à 0, ce qui donne x égale y ou x égale à moins y, ou le deuxième cas, x2 plus y2 égale à 0. Vous voyez, lorsque x2 plus y2 égale à 0, on a une seule solution, x égale à 0 et y égale à 0, donc on a x égale y aussi. Donc x à f y, tout compte fait, c'est équivalent à x égale y ou x égale à moins y. Vous voyez, c'est comme valeur absolue de x égale valeur absolue de y en fait. C'est pratiquement la même chose. Ok? Et là, il faut décomposer f canoniquement. Donc la première étape, c'est définir la relation d'équivalence associée à f, c'est fait. La deuxième étape, on doit chercher les classes d'équivalence. Pourquoi on doit chercher les classes d'équivalence? Pour définir l'ensemble quotient, parce que la bijection qui va exister ici, c'est une bijection entre l'ensemble quotient et l'ensemble image, f de e, ici f de z. Bien. Cherchons les classes d'équivalence pour tout x dans z. Quelle est la classe d'équivalence de x? X bar, par définition, c'est l'ensemble de tous les y dans z qui sont en relation avec x. Avec le y rx ou x ry. C'est la même chose. Ok? Donc, quels sont les y dans z qui vérifient y rx? Eh bien, ils sont moins x ou x. C'est l'ensemble moins xx. L'ensemble quotient, c'est l'ensemble z sur rf, c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence, par définition. L'ensemble des x bar, tel que x appartient à z. L'ensemble de tous les ensembles moins xx, tel que x appartient à z. Remarquez qu'à la place de x appartient à z ici, je peux écrire x appartient à n. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour x égale 2, on a l'ensemble moins 2, 2. Pour x égale à moins 2, eh bien là aussi on a l'ensemble moins 2, 2. C'est le même. Pour tout x dans z,
x bar, c'est la même chose que moins x bar. Donc là, je peux remplacer x appartient à z par x appartient à n, j'obtiens le même ensemble. Hein, l'ensemble ne change pas, parce qu'on n'obtient pas de nouveau ensemble. Bien, alors ça c'est la deuxième étape. Donc première étape, je définis la relation d'équivalence associée à l'application f. Très bien, c'est fait. Deuxième étape, je cherche les classes d'équivalence et j'écris l'ensemble quotient. Deuxième étape, très bien, c'est fait. Troisième étape, je détermine f de e, f de z. Et dans des cas particuliers, f de e, c'est égal à tout l'ensemble d'arrivées. C'est le cas lorsque f est surjective. Bon, ici, évidemment, l'application f n'est pas surjective. D'accord? Puisque, est-ce que tous les entiers naturels, vous pouvez les écrire sous la forme x à la puissance 4, avec x appartient à z? Non. Ok? Par exemple, 2. Est-ce que vous pouvez trouver un entier relatif x tel que x à la puissance 4 égale à 2? Bien non. Donc, 2 n'a pas d'antécédent, ce n'est pas surjectif. Qui est alors l'ensemble f de z par définition? Par définition, f de z, c'est ce qu'on appelle im de f. Okay? Ça, c'est im de f, l'image de f. C'est l'ensemble des f de x, tel que x appartient à z. Donc, c'est l'ensemble de tous les x4, tel que x appartient à z. Tout simplement, ça, c'est une partie de n. Et en fait, c'est une partie stricte de n. Ce n'est pas égal à n. L'application f n'est pas surjective. Bon, la troisième étape est terminée. Donc, première étape, définir la relation associée à f. Deuxième étape, chercher les classes d'équivalence et écrire l'ensemble quotient. Troisième étape, calculer ou déterminer im de f, qui est égal à f de e. D'accord? Et ça y est, nous arrivons à la quatrième et dernière étape. Eh bien, on trace le diagramme et on écrit l'égalité qui en découle de ce diagramme, parce que la décomposition canonique, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Elle dit que ce diagramme est commutatif dans le sens que I rond f bar, rond p est égal à f. Ça, c'est la décomposition canonique. On a décomposé f canoniquement. D'accord? P, on l'a appelé en cours la surjection canonique. F bar, c'est la bijection canonique. I, c'est l'injection canonique. F, elle donne, à chaque x, elle donne f de x, qui est x4. P, à chaque x, elle donne x bar, la classe d'équivalence de x. F bar, à chaque x bar, elle donne f de x. F de x ici, c'est x4. Et finalement, I à chaque f de x, elle donne f de x. À chaque y, elle donne y. Et la décomposition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que I rond f bar rond p est égal à f. Et elle dit une chose importante. Cette application qui est là est une bijection. D'accord? On a une bijection entre cet ensemble-là, qui est l'ensemble quotient, et cet ensemble-là, qui est l'ensemble image. Alors, le numéro 22, on a une application f entre deux ensembles ordonnés. Le premier ensemble ordonné, c'est n étoile R. R, c'est la division en fait. C'est la relation que nous avons appelée en cours D. Si vous voulez, c'est D, la division dans n étoile. Ok? Donc, le premier, l'ensemble ordonné de départ, c'est n étoile R, c'est-à-dire n étoile D. R, c'est la division. Et l'ensemble ordonné d'arrivée, c'est n inférieur ou égal. Avec inférieur ou égal, c'est l'ordre usuel, l'ordre habituel. D'accord? Alors, on considère l'application qui, de n étoile R dans n inférieur ou égal, qui à chaque n associe n-1. Hein, ça, c'est une application bien définie, puisque si n appartient à n étoile ou à n-1, il tombe dans n. D'accord? Et bien sûr, si n égale n', n-1 égale n'-1. C'est bien une application, bien définie et tout. Alors, la première question, il faut démontrer que f est une bijection et que f est croissante. D'accord? Alors, c'est très simple, f est injective. Pourquoi f est injective? Pour tout n et m dans n étoile, si f de n égale f de m, ça fait n-1 égale n-1, et donc n égale m. Donc f est injective. Okay? Alors, pourquoi f est surjective? Alors, je prends un élément dans l'ensemble d'arrivée, qui est n, je l'appelle y, et il faut trouver un antécédent, n'est-ce pas? Il faut trouver un antécédent pour y. Alors, il faut trouver un x tel que y égale f de x. Il faut résoudre l'équation y égale f de x dans quel ensemble? Dans n étoile. C'est-à-dire, il faut chercher x dans n étoile qui vérifie f de x égale y. Mais qui est f de x? F de x, c'est x-1. Donc, je veux que x-1 soit égal à y. Eh bien, il suffit de poser x égale y plus 1. Alors, vérifions, est-ce que x égale y plus 1 appartient à n étoile? Bien sûr,
puisque y appartient à n, donc y plus 1, ça appartient à n étoile. Et on a bien sûr f de x égale y, donc je peux dire que x est l'antécédent de y par f. Pourquoi c'est l'antécédent? Parce que c'est unique. Hein? Étant donné que l'application est injective, y, il possède un antécédent, mais il ne peut pas posséder plus qu'un antécédent, parce que sinon l'application ne serait plus injective, n'est-ce pas? Donc voilà, f est une bijection. Comment on vérifie que f est croissante? Vous connaissez la définition. Si on a une application f entre deux ensembles ordonnés, quand est-ce que f est croissante? Parce qu'à chaque fois que A est en relation avec B, hein, on a f de A est en relation avec f de B. D'accord? Alors, ici, la relation dans l'ensemble de départ, elle s'appelle R. Hein, je vous rappelle, c'est la division. Et la relation dans l'ensemble d'arrivée, c'est inférieur ou égal. C'est l'ordre usuel. Donc, il faut vérifier que pour tout n et m dans l'ensemble de départ, qui est n étoile, si n r m, alors f de n inférieur ou égal à f de m. Chose qui est très simple, regardez, si n r m, ça veut dire n divise m. Qu'est-ce que ça veut dire n divise m? N divise m, ça veut dire m s'écrit sous la forme k fois n, avec k appartient à n étoile. Donc, m égale 2n, 3n, n, 5n, 10n, ça veut dire que m est supérieur ou égal à n. Autrement dit, n est inférieur ou égal à m. Et donc, n-1 inférieur ou égal à m-1, ça fait f de n inférieur ou égal à f de m. Donc, f est une application croissante. C'est ce qu'on a appelé en cours un morphisme d'ensemble ordonné. Morphisme d'ensemble ordonné, c'est la même chose qu'une application croissante. Alors pour la question B, il dit f est-elle un isomorphisme d'ensemble ordonné? Alors je vous rappelle la définition. Isomorphisme d'ensemble ordonné, c'est une application entre deux ensembles ordonnés qui est une bijection croissante et telle que son application réciproque f-1 est aussi croissante. Ici, f est bijection, oui. F est croissante, oui. Mais voyons voir, est-ce que f-1 est croissante aussi? F-1 est une application de quoi? De n inférieur ou égal dans n étoile. R ou D ici. Qu'est-ce qu'elle fait f-1? F-1, à chaque y, elle donne l'antécédent de y qui est x, qui est y plus 1. Donc à chaque y, elle donne y plus 1. À chaque x, elle donne x plus 1. À chaque n, elle donne n plus 1. Ça c'est f-1. Est-ce que f-1 est croissante? Est-ce qu'à chaque fois que n est inférieur ou égal à m, on a f de n divise f de m? À chaque fois que n inférieur ou égal à m, a-t-on nécessairement n plus 1 divise m plus 1? En fait, c'est faux. Regardez, prenez 4 et 5. 4 est inférieur ou égal à 5. f de 4, c'est 5. f de 5, c'est 6. Est-ce que 5 divise 6? Non. Vous pouvez aussi prendre 2 et 3, par exemple. 2 est inférieur ou égal à 3. Mais est-ce que 3 divise 4? Non. Donc, f-1 n'est pas croissante. Et donc, en conclusion, il est vrai que f est croissante, il est vrai que f est une bijection, mais f-1 n'est pas croissante, donc en verdict, f n'est pas un isomorphisme d'ensemble ordonné. Numéro 23, on a une application f de n dans n qui est strictement croissante. Bien, lorsqu'on dit rien, ça veut dire on travaille avec l'ordre usuel, inférieur ou égal. Alors dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire une application strictement croissante? Ça veut dire quel que soit x et y dans n, si x est strictement inférieur à y, alors f de x est strictement inférieur à f de y. D'accord? En général, si f est une application entre deux ensembles ordonnés, ER et FR', quand est-ce que je dis qu'elle est strictement croissante? Lorsqu'à chaque fois, pour tout x et y dans E, si x, r, y est x différent de y, alors f de x r' f de y, et f de x est différent de f de y. Okay? Bon, dans cet exercice, on travaille avec l'ordre usuel dans n, l'ordre inférieur ou égal habituel. Et donc, l'application f, qui est de n dans n, est par hypothèse strictement croissante. À la première question, il faut démontrer que quel que soit n dans n, nous avons f de n est supérieur ou égal à n. Donc ça, c'est une inégalité, hein, c'est une propriété qui porte sur les entiers naturels. D'accord? Il faut démontrer qu'elle est vraie pour tout n dans n. On peut essayer de faire un petit raisonnement par récurrence sur n. Hein? Regardez, pour n égale à 0, est-ce que l'inégalité, est-ce qu'elle est vraie pour n égale à 0? Est-ce que f de 0 est plus grand ou égal que 0? Mais bien sûr, puisque f de 0, il appartient où f de 0 en fait? F de 0, il appartient à n. Et donc, il est plus grand ou égal que
0. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On suppose que la propriété, enfin l'inégalité, est vraie pour n, ou on peut aussi supposer qu'elle est vraie jusqu'à n, d'accord? Et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Ok? Donc, on va démontrer que f de n plus 1 est plus grand ou égal que n plus 1. Alors, regardez, on a n est strictement inférieur à n plus 1. F est strictement croissant, donc f de n est strictement inférieur à f de n plus 1. Bien. D'après l'hypothèse de récurrence, parce que moi je supposais que la propriété est vraie jusqu'à n, donc en particulier elle est vraie pour n, n'est-ce pas? Donc f de n est plus grand ou égal que n. Donc n est inférieur ou égal à f de n, et f de n est strictement inférieur à f de n plus 1. Cela veut dire que f de n plus 1 est strictement f de n plus 1 est strictement plus grand que n. Lorsque f de n plus 1 est strictement plus grand que n, cela veut dire que f de n plus 1 est plus grand ou égal que n plus 1. Et donc l'inégalité, elle est vraie pour n plus 1. Donc ça y est, nous avons démontré que pour tout n dans n, on a f de n est plus grand ou égal que n. Pour la deuxième question, il dit déduire que l'ensemble f de n n'est pas majoré. N'est pas majoré dans n. Puisque f de n, c'est une partie de quel ensemble? C'est une partie de l'ensemble n. Qu'est-ce que c'est f de n par définition? F de n, c'est l'ensemble de tous les f de x, tels que x appartient à n. Eh bien, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que f de n est majoré dans n. Qu'est-ce que ça veut dire est majoré dans n? Eh bien, il possède un majorant, tout simplement. Il a un majorant dans n. C'est-à-dire, il existe un majorant, il existe un m dans n, qui est un majorant de f de n. Qu'est-ce que ça veut dire il est un majorant de f de n? Ça veut dire tous les éléments de f de n, tous les f de, pour tout n dans n, nous avons f de n inférieur ou égal à m. C'est ce que ça veut dire f de n est majoré dans n. F de n est majoré dans n, ça veut dire qu'il possède un majorant, donc un majorant grand n dans n. Alors tous les éléments de f de n sont inférieurs ou égal à m. Tous les f de n sont inférieurs ou égal à m. Quel que soit n dans n, on a f de n est inférieur ou égal à m. Or, qu'est-ce que nous avons démontré à la question précédente? À la question précédente, nous avons démontré que f de n est supérieur ou égal à n. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Pour tout n dans n, on a n inférieur ou égal à m. Est-ce que cela est possible? Tous les entiers naturels sont inférieurs ou égal à m. Ça veut dire grand M est un majorant de n. Mais ça, c'est une contradiction. Vous savez, n n'est pas majoré, n'est-ce pas? En fait, on peut voir les choses d'une façon différente. Regardez, on peut trouver une contradiction d'une façon un petit peu différente. Regardez, tous les entiers naturels sont inférieurs ou égal à m. Ok, m est un entier naturel, n'est-ce pas? Oui. m plus 1 est un entier naturel. D'après cette hypothèse, tous les entiers naturels sont inférieurs ou égal à m. Alors je peux dire en particulier m plus 1. Il est inférieur ou égal à m. Donc 1 est inférieur ou égal à 0, et ça c'est une contradiction. Alors, f de n n'est pas majoré dans n. Lorsqu'on suppose que f de n est majoré dans n, on tombe sur une contradiction, donc f de n n'est pas majoré dans n.